Bienvenue dans Source Ouverte, le podcast du SIGREF. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Source Ouverte. On continue donc notre série de podcasts sur les résultats de la démarche d'orientation stratégique du SIGREF en partenariat avec Futurible. Et aujourd'hui, on va traiter d'une question qui nous concerne tous, comment le numérique peut contribuer efficacement à la transition environnementale. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Alors pour mieux nous ancrer dans le sujet, déjà quelques chiffres. Il y a une étude récente de l'ADEME qui affirme que le numérique représente 4,4% de l'empreinte carbone de la France, qui représente un petit peu plus que les émissions totales du secteur des poids lourds. Dans ces projections de l'ADEME également, il y a l'idée que l'empreinte environnementale du numérique pourrait tripler d'ici 2050 si rien n'est fait. Et en plus, ces estimations n'ont pas pris en compte l'essor de l'intelligence artificielle générative qui a des conséquences environnementales notables, on le sait, notamment dues à la fabrication de nouveaux data centers. Mais en parallèle, le numérique, c'est aussi un outil d'aide au pilotage, à la mesure et à la maîtrise du coup de la consommation énergétique et à l'impact environnemental global d'autres secteurs de l'économie. Donc on a une double question finalement entre le numérique émetteur et le numérique contributeur. Et donc face à cette double question, on a émis une situation désirable dans notre rapport d'orientation stratégique. Donc d'ici 2040, nous souhaiterions donc que premièrement, l'empreinte environnementale du numérique soit maîtrisée ou en passe de l'être, et deuxièmement, que le numérique, de par cette quasi-neutralité écologique, devienne un outil précieux dans la lutte contre le changement climatique et la transition environnementale. Donc cette dimension positive du numérique, on l'appelle aussi IT for Green. Donc pour parler de ce sujet, on a le plaisir donc de recevoir Frédéric Novello. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes directeur de la transition numérique à la SNCF et vous avez piloté le groupe de travail IT for Green au sein du SIGREF. Alors peut-être du point de vue de la SNCF, quelle est votre approche de l'IT for Green ? Donc effectivement, je suis en charge de la transformation numérique. Donc ça veut dire que déjà, la transformation, c'est d'abord la cohérence. Donc je suis responsable de toutes les grandes fonctions qu'il y a sur la cohérence de l'IT dans un groupe comme la SNCF. Donc architecture, urbanisme, data, pilotage technologique en général. Et c'est aussi sur les bases sur lesquelles on peut transformer, c'est-à-dire aider le groupe à tenir ses challenges. Donc évidemment, le numérique responsable est un des grands axes de transformation. Donc le programme numérique responsable du groupe est porté par mes équipes, effectivement. Donc pour revenir à votre question sur l'IT for Green, l'IT for Green, alors déjà on pourrait dire pour l'IT for Green, c'est les externalités positives de l'IT. C'est comment l'IT peut aider une entreprise, un groupe, une organisation en général à tenir ces enjeux ces enjeux environnementaux. Donc bon, pour un groupe comme la SNCF, je dirais que nous on a la chance d'être du bon côté. On fait partie des gentils, on fait partie de ceux dont l'activité est favorable à une société décarbonée, puisque le train est un mode de transport qui est très fortement décarboné. Donc, ce qui est bien, c'est que nous, lorsqu'on fait de l'IT for Green, on fait de l'IT for Business. Donc, d'une certaine façon, voilà. Bon, pour autant, le ferroviaire, c'est un très gros consommateur d'énergie électrique. C'est un gros consommateur d'énergie en général et d'électricité en particulier. Le chemin de fer, c'est le premier consommateur industriel d'électricité. Si on prend toutes les sources d'énergie, on est largement dépassé par d'autres secteurs comme la chimie notamment, mais pour l'électrique, c'est nous qui sommes les premiers, 1,5% de la consommation électrique en France. Donc forcément, il y a des gisements de progrès énormes et donc les objectifs, c'est quoi ? C'est déjà augmenter la part du ferroviaire dans le transport. On a un objectif de faire x2 dans les années aux alentours de 35, aux alentours de 2035. Pour le fret, d'atteindre ce x2 dès 2030. Donc ça, c'est pour la contribution positive du chemin de fer en tant que transport durable. Et par ailleurs, on pourrait le faire en réduisant notre empreinte carbone très fortement. Donc les objectifs, c'est de gagner 30% sur la part transport d'ici 2030 et 50% sur l'immobilier. Et puis évidemment, d'atteindre la neutralité bien avant 2050. Voilà. Donc ça, pour donner les enjeux généraux. Et après, alors on verra que d'avoir une politique IT for Green, c'est pas forcément quelque chose de simple. On l'a beaucoup travaillé dans le cadre du groupe de travail du SIGREF.
Bon, par contre, évidemment, on suit de près toutes les initiatives. On a, par exemple, une initiative qu'on appelle OptiConduits, qui permet d'optimiser la conduite des trains, d'avoir une conduite qui est moins consommatrice d'énergie. Ce qui est amusant, c'est que c'est une initiative qui a été au départ lancée pour améliorer la régularité des trains. Et on s'est rendu compte qu'en conduisant mieux, en ayant une conduite plus soft, plus lisse des trains, en même temps, on faisait des gains d'énergie. On gagne entre 8 et 12% de la consommation électrique sur les TGV. Voilà. Y a ça. On a aussi la consommation dans les bâtiments, notamment les gares, avec de l'IoT, avec du monitoring des consommations électriques. On a sur le sourcing énergétique, puisque décarboner notre transport, décarboner le transport ferroviaire, c'est aussi travailler sur le mix énergétique. Donc un gros travail. Et derrière tout ça, il y a de l'IT. Alors, ce qui est intéressant, le dernier exemple que je donnerai, c'est quelque chose qu'on a prévu. On va faire un dataton plutôt interne début avril. Et parmi les use cases du dataton, on en a. Alors, il est intéressant parce que c'est le premier dataton, c'est le premier use case IA qui va porter qui peut avoir potentiellement un impact IT for Green. C'est un use case dans lequel on va évaluer l'impact de la transition du changement climatique, l'impact des changements climatiques sur le report modal. Alors, ce qu'on vise à mesurer derrière, c'est probablement l'effet psychologique sur les voyageurs qui préfèrent prendre le train plutôt que d'augmenter leur empreinte carbone. Mais c'est intéressant parce qu'on va pouvoir être dans un cas où il y aura un cas super intéressant où le bilan net carbone va être intéressant de faire, puisque l'IA, comme on sait, a un impact lui-même a un impact environnemental très très fort. Voilà. Et justement, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de cas d'usage qui démontrent l'aspect positif du numérique pour aider à décarboner certaines activités. Parfois, ce sont des conséquences heureuses. C'est parfois de l'optimisation de processus qui permet de se rendre compte que oui, il y a des gains énergétiques qui sont occasionnés. Parfois, c'est des politiques volontaires. Donc, on a vu différents cas d'usage. Mais du coup, effectivement, cette notion de utiliser le numérique qui, on sait, a une croissance exponentielle dans les usages et on sait que les impacts environnementaux sont de plus en plus lourds avec l'arrivée notamment de l'intelligence artificielle générative. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un juste équilibre à trouver? Enfin, en tout cas, est-ce que le numérique en tant que solution elle-même émettrice n'est pas une fausse bonne idée pour l'instant, en tout cas? Oui, en tout cas, l'arrivée de l'intelligence artificielle a un peu bousculé les repères. On pensait être sur la voie du progrès. Jusqu'en 2022, on pouvait quasiment se dire que la consommation, les croissances de consommation de data centers étaient compensées par l'efficacité énergétique. Voilà. Et puis il y avait donc tous les hyperscalers prenaient des objectifs de neutralité carbone. Bon, on voit que les objectifs de neutralité carbone maintenant, on a l'impression que tout le monde a oublié. Donc c'est vraiment quelque chose de frappant. Il y a quelque chose que j'ai trouvé assez frappant, c'est le CES de Las Vegas. J'étais au CES de Las Vegas il y a 2 ans. C'était à peu près au moment où ChatGPT sortait, et donc et tout le monde, en fait, on ne parlait que, enfin, tout le monde, c'était le CES, c'était plein de use cases autour du numérique responsable, autour de l'IT for Green. Comment est-ce que la technologie pouvait contribuer à verdir l'économie, à verdir l'activité. Ça, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Et maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, évidemment, sans surprise, le CES de Las Vegas, c'est de l'IA générative tout le temps, partout, et on oublie complètement les enjeux green. Donc là, on est dans une phase où on pourrait très très bien faire un retour arrière. Certes, on peut imaginer que l'IA, et en particulier l'IA générative, est un gisement très très fort de gains pour l'environnement, ou au sens large d'ailleurs, mais pour le moment on n'a pas bien trouvé ces sources de gains. Par contre, on voit déjà le poids carbone qui s'alourdit terriblement. Voilà, donc ça a été abordé dans le rapport d'orientation stratégique, cette question de comment bien balancer les avantages de l'IT, l'apport positif de l'IT et ses apports négatifs. Et on peut développer, ça peut être un peu... Peut-être la nécessité du coup d'avoir
d'avoir une politique numérique responsable et finalement de savoir comment l'IT for Green intègre ces stratégies numériques responsables. C'est ça, c'est de trouver cette juste harmonie entre les deux sujets. Je dirais presque même maintenant, en fait, la priorité, c'est de se forcer à revenir, à remettre en avant l'importance du numérique responsable. Voilà. Oui. Et donc, et le rapport du SIGREF est vraiment orienté vers cette idée de bien mettre le numérique responsable au centre, avec notamment, on sait que il y a un impact énorme sur de hardware, sur l'empreinte carbone du numérique. C'est d'autant plus vrai avec l'IA générative. Certes, il y a la consommation d'énergie qui est très significative, mais il y a aussi l'empreinte carbone des composants. Enfin, donc il y a vraiment un poids du hardware. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'est très intéressant d'avoir cette focalisation qu'on trouve dans le rapport d'orientation stratégique sur l'économie circulaire appliquée au numérique, le recyclage des composants. D'avoir aussi cette posture un peu souverainiste sur le hardware, qui pourquoi pas, hein, ça peut être une idée pour être sûr de bien maîtriser la filière, donc ça c'est important, et aussi l'équilibre entre hardware et software, la lutte contre l'obsolescence programmée d'une certaine façon. Voilà. Donc nous c'est au sein de la SN du groupe SNCF, ce sont effectivement des enjeux qu'on adresse assez fortement. On travaille énormément sur la maîtrise du parc de terminaux. Hein. On a un objectif 2030 de faire moins 12% sur l'empreinte carbone des terminaux. Bon, je pourrais dire que c'est peut-être un peu trop modeste, mais c'est un objectif qui est ancré dans des engagements qui ont été pris par les opérationnels. Donc c'est plutôt intéressant. Rallonger aussi la durée de vie. Et pour y arriver, c'est une politique de notation, c'est rallonger la durée de vie des terminaux, c'est travailler aussi sur le recyclage des terminaux. Donc on travaille avec des ateliers protégés pour faire ce recyclage. Et après, l'équilibre, la lutte contre l'obsolescence programmée, c'est éco-conception. Dans ces volets, optimisation fonctionnelle des applications, optimisation des architectures, recours intelligent au cloud, et puis aussi, pourquoi pas réussir à inverser la loi de Moore. Hein. On a constaté que la loi de Moore était la loi de Moore, donc qui est le gain de performance qu'on peut obtenir sur le matériel, sur le hardware. Donc c'est doublement des capacités tous les 18 ou 24 mois, qui est compensé par la loi de Vries, qui est que l'efficacité des logiciels évolue en sens inverse. Donc, essaie de contrer cette fatalité de la loi de Moore en ayant un travail sur l'efficacité des logiciels par des algorithmes plus optimisés. Très bien. Donc, on va de plus en plus vers, en tout cas, des bonnes pratiques qui amènent à un numérique plus sobre, en tout cas, on l'espère. Et du coup, le sujet est un peu délicat pour faire de l'IT for Green. Il faut donc nécessairement avoir une bonne évaluation de ce qu'émettent les solutions numériques pour faire le ratio, on va dire, du gain net de la solution vis-à-vis d'un cas d'usage. Donc, est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent d'aider à faire cela? Est-ce qu'il n'y a pas des pièges à déjouer? Je pense aux effets rebonds, par exemple, qui sont assez fréquents et pas facilement quantifiables. Oui. Ah, là, l'effet rebond, on va y venir, ouais. Alors c'est cette idée d'un bilan net carbone du numérique, hein, qu'on a essayé de creuser dans le cadre du groupe de travail SIGREF IT for Green. En fait, on était un peu sur une vision idéaliste où on pourrait tout calculer en termes d'empreinte carbone. On s'est rendu compte que c'était pas simple. Voilà. Et pourquoi c'était bien d'aller dans ce sens-là? Parce que quand on a lancé le groupe, il faut se rappeler qu'on était à un moment donné où on pouvait presque craindre que les enjeux du numérique responsable étouffent la créativité dans le domaine de l'IT. Je dirais que 2 ans après, c'est presque le problème inverse qu'on a adressé. Il faut savoir ce qu'on veut et ne pas oublier de rappeler en permanence que c'est aussi important de maîtriser l'empreinte et l'empreinte environnementale de l'IT. Donc on s'est attaché à ça. Donc c'est effectivement cette idée d'essayer de peser le pour et le contre. C'est pas simple. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que après s'être dit qu'il fallait se focaliser sur le carbone, on s'est dit mais non, en fait c'est dommage parce que déjà identifier l'empreinte négative de l'IT, c'est pas très. Maintenant les méthodes sont bien rodées. Enfin nous, on a l'impression de maîtriser ça assez bien, en tout cas dans le groupe SNCF
le partage qu'on a fait lors du groupe de travail ont montré que tout le monde le maîtrisait relativement bien. Hein. Donc l'empreinte environnementale de l'IT, en général, on maîtrise. Par contre, la contribution positive à l'IT, à l'environnement dans tous les autres domaines, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, finalement, le sentiment qu'on a eu, c'est que la meilleure méthode, ça restait quand même de partir des engagements RSE de l'entreprise, de regarder tous les engagements RSE. Donc, évidemment, il y a la décarbonation, il y a tous les autres engagements. Hein, il y a l'impact sur les écosystèmes, il y a les problèmes de pollution, air, eau, sol, il y a les questions d'économie circulaire, voilà. Et puis de manière générale, il y a les emprunts, l'impact social aussi également. Donc de regarder tout ça et de voir à chaque fois, de recenser les initiatives de l'IT qui permettent d'améliorer ça. Voilà. Donc c'est un travail plutôt où on ratisse plutôt large et c'est quand même un peu le meilleur moyen de maîtriser. Alors l'effet rebond. L'effet rebond, c'est vraiment un des gros pièges qu'on peut avoir effectivement. C'est d'ailleurs y compris lorsqu'on fait du green IT, un piège auquel on peut être confronté. Donc c'est le paradoxe de Gibbons. Hein. C'est Gibbons au 19e siècle qui a observé qu'en fait, en trouvant des solutions pour consommer moins de charbon, on optimisait l'efficacité des machines à vapeur et que cette optimisation était tellement intéressante que finalement, ça augmentait très fortement la consommation et qu'on a consommé de plus en plus de charbon. Voilà. Donc c'est cette idée qu'à partir d'une idée d'amélioration, en réalité, on fait apparaître soit des usages, soit des avantages autres, qui peuvent être des avantages financiers tout simplement, qui font que finalement, le recours, la consommation énergétique pour ce qui nous concerne, va être amplifiée, ou la consommation numérique va être amplifiée, et que finalement, l'impact, les externalités négatives vont finir par compenser les avantages qu'on pensait avoir. On a dans le groupe de travail IT for Green un des exemples moi, que je trouve très parlant, c'est celui de la simulation. La simulation numérique. Donc effectivement, c'est très intéressant parce que ça permet d'éviter des expériences physiques qui sont très coûteuses, environnementalement parlant. On évite ça, on remplace par des simulations, mais la simulation est tellement facile à mettre en œuvre qu'on finit par consommer sans plus vraiment maîtriser l'impact environnemental qui est associé. Oui, totalement. Mais écoutez, un sujet totalement différent, l'avancée de la recherche. Sur ce sujet-là, le rapport d'orientation stratégique a fait part de ces quelques avancées dans la recherche. On a de plus en plus d'instituts, d'universités qui s'intéressent à justement comment réduire l'impact des technologies en elles-mêmes pour accompagner la transition écologique. On a bien évidemment les domaines de l'IA, de l'informatique quantique, voire des low-tech qui sont mentionnés, mais des innovations de rupture un peu plus originales et plus récentes surtout, qui sont les nouvelles technologies de stockage ADN de l'information qui permettraient in fine de réduire la fabrication des équipements. Et il y a aussi des recherches autour de la biophotovoltaïque qui permet de générer de l'électricité à l'aide de la photosynthèse réalisée par les plantes. Donc des expérimentations ont été menées, ont montré que cette biosynthèse permet de générer suffisamment d'énergie pour alimenter une petite puce ARN qui permet de fournir de l'électricité, d'effectuer des tâches simples en tout cas, pendant à peu près 6 mois d'affilée. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces dernières avancées qui sont finalement très peu numériques ? Alors c'est la question de savoir si c'est numérique ou pas. En tout cas, c'est fascinant. J'ai trouvé ça super intéressant de regarder ça. Effectivement, ça va nous amener à redéfinir notre conception du numérique, puisque le numérique, c'était le digital, c'était des 0 et des 1, c'était des bits. Bon, alors déjà, quand on est sur le qubit, est-ce qu'on est vraiment dans le numérique ? Bon, je pense que au final, il s'agit d'avoir des machines qui permettent de nous aider à faire des calculs, à gérer de l'information. Donc, on est peut-être qu'on parlera plus de numérique, mais qu'on reviendra qu'on se remettra à parler de système d'information, en fait, finalement. Bon. Donc ça c'est juste pour l'aspect épistémologique, si on peut dire. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce genre d'innovation, c'est le souffle de positivité qu'elles amènent dans notre domaine. Et si je reviens au rapport d'orientation stratégique,
En fait, il y a un éclairage par les scénarios, donc des scénarios que je considère un peu des scénarios catastrophes, où finalement, à force d'être obsédé par l'impact environnemental du numérique, on finit par étouffer le numérique. Et puis, un scénario dans lequel, finalement, le numérique va être sauvé par l'innovation. Donc, je trouve ça intéressant, puisque en fait, moi, je crois que, bon, il faut pas tomber, bien évidemment, dans le solutionnisme BA. Voilà, il faut être conscient des enjeux. On voit bien qu'avec l'IA, le vague de l'IA dans laquelle on est aujourd'hui, on a tendance à revenir peut-être à un excès de solutionnisme. Bon, pour autant, faut pas perdre de vue que l'innovation, c'est un des points clés de la dynamique dans le monde du numérique, et que c'est un peu ça l'équilibre qu'il faut trouver, c'est maintenir la capacité d'innovation du numérique tout en maîtrisant son empreinte environnementale et éviter que l'un étouffe l'autre. C'est une très bonne phrase de conclusion, je trouve. Merci beaucoup Frédéric, on arrive donc à la fin de cet épisode. Merci pour ce témoignage aussi qui montre aussi toute la complexité de ce sujet. Oui, le numérique peut être un formidable levier pour la transition environnementale, mais à condition d'être maîtrisé, d'être pensé avec sobriété et aligné sur des objectifs donc clairs de réduction aussi de l'impact carbone. Donc des leviers existent, que ce soit du côté des entreprises, avec des stratégies comme le numérique responsable, on a vu, ou côté politique publique, où on parle beaucoup d'économie circulaire, de rendre l'industrie du numérique plus circulaire, et même donc du côté de la recherche, on a vu avec des innovations de rupture plus vertueuses dans les années à venir. Alors que retenir ? Peut-être que la transition écologique et la transition numérique ne doivent être vues que comme une et une seule entité, deux dynamiques à maintenir et qui doivent s'harmoniser et se nourrir l'une et l'autre. Donc l'enjeu est immense, on sait que les choix qu'on fera aujourd'hui détermineront certainement le monde numérique dans lequel on sera demain, et c'est d'autant plus flagrant à l'heure actuelle avec le développement de l'intelligence artificielle générative. En tout cas, encore un grand merci à Frédéric Novello pour votre participation à ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner, à partager si ça vous a plu et à laisser un commentaire. Merci à tous. Merci Flora.